C'est là où on voit que l'utilisation, en Europe, on a du mal à la voir, en fait, à l'appliquer au quotidien, mais dans des pays où l'inflation est hyper importante, où les taux de change sont compliqués, où les monnaies, le papier a autant de valeur quasiment que l'argent qui est injecté dedans, bah, globalement, on se pose des vraies questions. Et on se dit que bah, la crypto, c'est pas juste utile. Donc voilà, c'était pour aussi rappeler cet aspect-là qu'on a un peu tendance à oublier, en dire, bah non, on fait que de la spéculation. Ouais, là, c'est l'hiver crypto, on n'a pas de quoi faire fructifier nos capitaux. Mais en fait, il faut comprendre qu'à la base, les cryptos, c'est vraiment fait pour le quotidien. En fait, c'est une utilisation dont on a besoin au quotidien et dans plein de pays du monde. Et c'est pas juste une utopie de quelques personnes sur Internet qui voient les choses de côté. Alors un registre distribué, dans la finance traditionnelle, il faut savoir qu'en général, on a une organisation telle qu'une banque qui va tenir un registre de toutes les transactions de ses clients. Donc on a une entité centralisée, là en l'occurrence une banque, qui va avoir toutes ces informations et nous, en tant que particulier ou même personne lambda, on n'aura pas la capacité de vérifier toutes ces informations. Donc on est obligé de faire confiance à ces intermédiaires. Les registres distribués utilisent des nœuds ou des ordinateurs indépendants pour enregistrer, partager, synchroniser les transactions sur le réseau. Une blockchain, c'est un grand livre distribué, c'est ce que j'ai évoqué un petit peu plus tôt. Ensuite, attention de ne pas confondre les deux termes que j'ai placés là en premier, entre coin et token. Beaucoup de débutants font l'amalgame en fait entre les deux, mais c'est vraiment deux choses différentes. Ben, je pense qu'en fait, le risque le plus important, c'est les personnes qui ont tendance à être un petit peu bavardes. Et on l'a vu hein, quand il y a eu des cas d'agression et autres pour récupérer des fonds. C'est pas des vols techniques, c'est des vols physiques. C'est-à-dire que vous vous baladez avec votre clé Ledger autour du cou, là, le magnifique. Oui, non, mais rien que ça, c'est catastrophique. Qui est pour moi une aberration même. Vous avez plus de chances de vous prendre un coup de couteau et que vous donniez votre mot de passe de plein gré parce que vous avez envie de continuer de vivre que quelqu'un il vous cassait vos mots techniquement parlant. Parce qu'effectivement, comme tu dis, les moyens à mettre en place pour arriver à casser ça et là, les compétences sont tout autres que de braquer quelqu'un dans la rue. Ce qui est malheureux, mais ce qui est quand même une réalité. Mais là, il y a un premier site qui est plutôt intéressant qui va nous permettre d'avoir une vision un peu plus objective des rewards qu'on pourrait être en mesure d'obtenir si jamais on décide de staker en fait nos Matic en fonction des différentes méthodes que je vous présenterai un petit peu plus tard. Alors c'est pas une science exacte pour le coup parce que vous le savez, mais les récompenses de staking vont être amenées à fluctuer en fonction de l'offre, de la demande, du nombre de personnes qui vont staker, etc. etc. L'avantage de ce site, c'est que ça va nous permettre de mettre des chiffres et des informations concrètes par rapport aux actions qu'on sera amené à faire, mais sachez quand même que les récompenses peuvent être amenées à fluctuer au fur et à mesure du temps. Là, faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le nombre de tokens Matic qui sont stakés, on est de l'ordre de 37%, donc plus on va augmenter le nombre de personnes qui vont staker, bah, plus nos récompenses vont diminuer parce qu'on va augmenter la concurrence et les récompenses vont être distribuées à l'ensemble des personnes qui vont staker. Donc plus il y a de personnes, plus il y a de concurrence et moins nous, à titre personnel, on va recevoir des rewards significatifs. Donc on va récupérer le token ID et on va aller directement sur l'adresse du contrat. On va voir qu'en fait c'est toujours un petit peu différent, différents modes de stockage pour différents NFT. Là on va aller dans la partie contrat. Ici bien sûr vous avez toutes les transactions. Si vous voulez voir qui c'est qui achète, qui c'est qui les vend, les différents prix, vous retrouvez tout dans l'explorateur de blockchain d'Etherscan. Donc ici on va dans le contrat, read contract. Ensuite ce qui va nous intéresser c'est directement le token URI. On va coller l'information et là on voit qu'en fait on a des données sous forme de base 64. Le base 64 c'est un encodage qui est utilisé à la base pour envoyer des emails parce que c'est le mode de fonctionnement qui permet un peu de compresser certaines données et surtout d'éviter un peu tout ce qui est ponctuation qui pourrait poser problème. Donc là on va récupérer ces données là. Ici on récupère uniquement la partie après base 64. On va aller dans un site qui s'appelle base 64 to JSON.